l'INRS, c'est une université d'abord. C'est une université qui est tout à fait unique au Canada. En fait, on est la seule qui est dédiée d'abord à la recherche. On est une université de recherche et à la formation au cycle supérieur, master et doctorat. Donc, on est le CNRS+, puisqu'on a aussi la formation d'étudiants de maîtrise doctorat. On est une université qui est très différente des autres parce qu'on a un modèle, aussi une structure qui est très différente. On n'a pas de département, on n'a pas de faculté comme les universités traditionnelles. On a une université qui a été créée il y a 40 ans, dans la foulée de la Révolution tranquille au Québec, où on a vu aussi apparaître le réseau de l'Université du Québec, qui est la création d'universités qui étaient concentrées au départ à Montréal et à Québec, mais à travers toutes les régions du Québec. Et quand on a fait ça, on voulait aller chercher des étudiants qui étaient de première génération, dont ni le père ni la mère avaient été à l'université. Et on a créé donc ces universités dédiées à la formation au premier cycle particulièrement. Mais dans la foulée, on a créé aussi une université de recherche pour ce réseau qui est l'INRS. Donc, notre structure, plutôt que d'être en faculté, en département, elle est divisée en 4 centres qui sont dédiés aux grands défis du Québec, au développement économique du Québec. Donc, ça a créé, dès le départ, il y a 40 ans, une université qui était avec une approche multidisciplinaire à chaque fois. On a 4 centres, un qui est dédié aux enjeux eau, terre et environnement. C'est un centre qui est situé à Québec, dans la ville de Québec, qui s'occupe donc des grands enjeux de l'eau, de la qualité de l'eau jusqu'à des lacs, mais jusqu'à l'utilisation en milieu urbain. Aussi des enjeux de géologie, de sciences de la terre et les enjeux d'environnement. Ça, c'est celui de Québec. Un autre à Varennes, près de Montréal, qui est dédié à l'énergie, matériaux et télécommunications. Un troisième dédié à la santé, qui est à Ville de Laval, en banlieue nord de Montréal. Et un quatrième, en sciences humaines, sciences sociales, qui s'appelle l'urbanisation, culture, société, mais qui, lui, se concentre sur de la recherche, toujours, et de la formation d'étudiants de maîtrise doctorat dans ce secteur particulier des sciences humaines, sciences sociales. Donc, très, très différent. On est une université aussi très performante. On se situe premier au Québec, année après année, et deuxième au Canada en termes d'intensité de recherche, donc financement par professeur, par laboratoire. Mes collègues des universités traditionnelles me disent « Oui, mais c'est pas juste, toi tu fais seulement de la recherche et des cycles supérieurs. » Je leur dis « Oui, mais le modèle fonctionne, puisqu'on est reconnu pour notre productivité. » Avec combien d'étudiants vous faites, combien de personnes chez vous, enfin étudiants et corps enseignants? Voilà. On est une petite université, donc on a 160 professeurs-chercheurs. Chacun de ces professeurs doit consacrer au minimum 80% de son temps à la recherche. Donc on est dans une situation particulière. Et on a plus de 700 étudiants de master et de doctorat. Il faut ajouter à ça quand même une centaine d'étudiants postdoctoraux. On a le meilleur ratio étudiants-doctorants et postdoc. Et ça crée une dynamique, ça crée un environnement qui est extrêmement intéressant. On a misé beaucoup notre développement sur les grandes infrastructures de recherche qui attirent les très bons professeurs, mais qui attirent aussi les très bons étudiants. Donc on a une situation particulière dont je suis très... Le mot livrable. Livrable, donc avec un produit fini. Une recherche menant à l'utilisation, à l'appropriation par l'entreprise. Alors ça, est-ce que c'est par exemple, parce que vous avez au niveau, c'est l'entreprise qui vient vous-même vous voir vers votre université, ou est-ce que vous-même avez une démarche commerciale en disant auprès des entreprises, on est capable de faire ça? Est-ce que vous avez aussi cette démarche aussi? Les deux, oui, tout à fait. Et aux États-Unis, ça se fait de façon beaucoup plus efficace même qu'au Canada, qu'au Québec. Ce que le gouvernement américain a fait surtout, c'est de créer des centres d'interface justement de ces regroupements qui permettent à la fois aux universités et aux entrepreneurs d'être ensemble et de pouvoir valoriser éventuellement la recherche. Ce que l'on voit aux États-Unis aussi très récemment, ça s'appelle le IP Gray Market, c'est le marché gris de la propriété intellectuelle, où on a tout un mouvement parallèle à celui de la structure universitaire, où des professeurs ou des étudiants même vont s'associer à certaines entreprises pour pouvoir développer en parallèle de nouvelles entreprises, de nouveaux produits commerciaux. Pourquoi une entreprise qui a son service, son secteur R&D, recherche-développement, aux États-Unis, au Québec ou chez vous, là, pourquoi ils viendraient vous voir Parce que la connaissance, elle est beaucoup dans les universités.
En fait, il y a une connaissance déjà acquise qui peut être transférée avec du personnel aussi hautement qualifié, mais il y a aussi de l'innovation, il y a aussi de l'invention qui va devenir une innovation, donc qui pourra être appropriée par le milieu utilisateur. Donc, les deux sont possibles. Ce qui est le frein le plus important actuellement dans cette interface avec l'entreprise, c'est beaucoup la gestion de propriété intellectuelle. À qui appartient la nouvelle connaissance? À qui appartient la découverte? Ça, c'est un problème, je ne sais pas en France, mais pour nous, au Québec, lorsqu'on parle à des entreprises, ils nous disent que c'est difficile avec les universités, ce transfert de propriété intellectuelle est extrêmement difficile. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a des expériences intéressantes, entre autres à l'Université de Caroline, qui est une des 3 grappes les plus importantes en sciences de la vie aux États-Unis. On a créé ce qu'on appelle le Carolina Express License. Donc, on est en train de vivre une révolution aux États-Unis. Claude en parlait tout à l'heure, mais il y a vraiment une révolution aussi dans les universités où on revoit la façon de travailler avec l'entreprise plutôt que de miser comme on le faisait beaucoup sur du gain à court terme. On a une découverte chez nous, on pense qu'on va devenir millionnaire tout de suite, et à partir de là, donc on essaie de vendre plus cher cette technologie à l'entreprise. Ça marche rarement. Ça marche très rarement. On est actuellement à l'INRS en négociation, et je suis, parce que je suis impliqué directement dans cette négociation, avec du capital de risque américain de très haut niveau. Ce qu'ils recherchent et ce que nous devons rechercher, ce n'est pas le gain facile et rapide, c'est la complicité à long terme, c'est le partenariat et la confiance qui va faire qu'ils vont revenir vers nous. Nous, ce que l'on vise à faire, c'est de créer un environnement, c'est ce que fait un peu l'Université de Waterloo, justement avec les BlackBerry, avec tout le développement d'éthique de cette région. Ce que l'on vise à faire, c'est de créer un environnement où il y aura beaucoup plus de mobilité de la propriété intellectuelle, facile pour l'entreprise, mais on sait en retour qu'ils vont investir chez nous. Si ça fonctionne bien, si on est en confiance, ils vont nous donner des contrats de recherche, ils vont donner à notre fondation, et on va créer un cercle vertueux à travers ça à long terme, de co-construction à long terme, très très importante dans l'avenir, en fait, du lien entre l'université et l'entreprise. En première conclusion, il y en aura 2. Oui, c'est la première. Oui. Si je suis un de vos étudiants et que je viens vous voir, monsieur le directeur général, j'ai un projet d'entreprise, oui. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous faites? Je l'encourage fortement. 2, ce que l'on veut faire en fait, chez nous, 2 choses. La première de ces choses, c'est lui, avant qu'il vienne me voir même, c'est qu'il aura été formé en entrepreneuriat avec les collaborations France-Québec. Il m'avait invité pour ça. Ça tombe, je dirais, bien pour moi aussi que cette thématique, parce que depuis les 2 dernières années, j'ai été, dans un premier temps, conseiller du ministre du Développement économique sur la nouvelle façon de faire et ce que l'on doit mettre en place au Québec pour favoriser justement le transfert technologique et l'innovation et la commercialisation. Et aussi, on vient de publier un rapport touristique. Du Conseil de la science et de la technologie, où on revoit justement nos façons de faire. Ça coïncidait sur la thématique, ça coïncide également avec le Global University Summit qui en marge du G20 qui se met en place. Alors c'est ça, le Global University Summit. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? Je pense que c'est vous le savez, c'est à chaque fois qu'il y a des réunions du G8 et du G20, il y a ce volet universitaire où on discutera dans les 3 prochains jours. Ça devait devoir avoir lieu à Dijon. Je pense que ça va peut-être bouger. Mais où on discute justement du développement en lien avec le développement économique des universités, de la collaboration entre universités. Donc j'y suis aussi pour ça. Mais j'y suis surtout pour découvrir la Franche-Comté que je ne connaissais pas. Ça fait 90 fois que je viens en France et c'est la première fois que je suis ici, mais j'y reviendrai promis. Mais oui, parce que la météo est toujours la même ici. Ben, c'est ce que j'ai compris, c'est comme le Québec, il n'y a jamais de neige. Merci, monsieur. Merci.